Aretha Franklin n'était pas seulement la reine de la soul. Elle était une mère, une protectrice, le cœur de sa famille. Derrière les projecteurs, ses enfants portaient un tout autre type d'héritage, un héritage empreint d'amour, de silence et d'un profond désir de paix. Aujourd'hui, après 5 longues années, l'un de ses fils brise enfin ce silence. Avec une douleur discrète et une conviction puissante, il déclare « Je voulais simplement que les volontés de ma mère soient respectées. » Pour quelqu'un comme moi, qui a grandi en écoutant Aretha et en ressentant la force dans sa voix, entendre ces mots touche différemment. C'est brut, c'est réel. Et ce qui suit a bouleversé des fans du monde entier. Si cette histoire vous touche ne serait-ce qu'à moitié autant qu'elle m'a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres récits qui vont au-delà des gros titres. Lorsque la première bande-annonce de Respect, le biopic sur Aretha Franklin avec Jennifer Hudson, a été dévoilée, une énergie électrique a immédiatement envahi l'air. Jennifer, avec sa voix puissante et sa présence indéniable, n'a pas simplement incarné Aretha. Elle est devenue Aretha. Et pour beaucoup d'entre nous qui avons suivi le parcours d'Aretha pendant des années, cela ressemblait à l'hommage qu'elle méritait vraiment. Mais en coulisses, tout le monde n'applaudissait pas. En réalité, l'une des voix les plus critiques venait de l'intérieur même de la famille Franklin. Le plus jeune fils d'Aretha, Kecalf Franklin, n'était pas simplement mécontent du film. Il appelait carrément à le boycotter. Il considérait que le film, tout comme la biographie de 2019 intitulée The Queen Next Door, Aretha Franklin, An Intimate Portrait, avait franchi une ligne rouge. Et dans une publication enflammée sur Facebook, il a tout exposé. Selon lui, ni le livre ni le film n'avaient fait le moindre effort pour consulter la famille proche d'Aretha, ses fils, ses petits-enfants. Et pour lui, ce n'était pas qu'un simple oubli, c'était une trahison. Il a écrit en lettres majuscules, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Une fois de plus, la famille Franklin ne soutient pas le film en production. Nous ne soutenons pas non plus le livre The Queen Next Door. Et il a ensuite posé la question qui va droit au cœur de cette controverse. Comment peut-on faire un film sur une personne sans parler à ses fils ou à ses petits-enfants pour obtenir des informations importantes? C'est une question légitime, surtout quand on pense au poids émotionnel et à la responsabilité que représente le fait de raconter la vie d'Aretha Franklin. Elle n'était pas qu'une superstar, elle était une mère, une grand-mère, une femme farouchement discrète, dont la vie comportait de nombreuses couches que le public n'a jamais vraiment vues. Pour Kecalf, il ne s'agissait pas d'argent ou de gloire. Il s'agissait de vérité et de respect, un mot qui, ironiquement, était le titre même du film qu'il contestait. Kecalf a tout de même reconnu un aspect du projet auquel sa mère avait donné sa bénédiction avant de mourir. Jennifer Hudson. Dans son message, il l'a précisé sans équivoque. Note, la seule personne que ma mère approuvait pour le film était Jennifer Hudson. Point. Ce n'est pas une petite approbation. Cela en dit long. Même au milieu de ses frustrations, il considérait ce choix de casting comme conforme aux souhaits d'Aretha. Et pour les fans qui aimaient les deux femmes, cela représentait un point d'ancrage au milieu de la tempête. Mais les choses se sont encore compliquées par la suite. À l'époque de cette controverse, la succession de la chanteuse était gérée par sa nièce, Sabrina Owens, et elle était déjà au cœur d'un conflit juridique tendu entre les membres de la famille. Et quand Kecalf a rendu public ses objections, tous les membres de la famille ne l'ont pas soutenu. David Bennett, qui avait été l'avocat d'Aretha, a pris la parole pour dire que les propos de Kecalf ne reflétaient pas l'opinion de l'ensemble de la famille Franklin. « Il ne parle pas au nom de la famille », a déclaré Bennett. « Je sais qu'il ne parle pas au nom de son frère Ted White, ni de son frère Clarence Franklin. Les petits-enfants n'ont absolument rien à voir avec cela. Ce qu'il fait vraiment, c'est parler en son propre nom. » Et c'est là que le récit devient flou. Selon Bennett, aucun membre de la famille, y compris les fils,
n'avait entrepris de démarches formelles pour contacter les créateurs du film ou manifester un quelconque intérêt pour y participer. Cela ajoute une couche de complexité. Est-ce que les réalisateurs ont ignoré la famille? Ou s'agissait-il plutôt d'un malentendu, d'un manque de communication et d'attentes mal alignées? Et lorsque la narration semble incomplète, voire exploitée, les blessures peuvent durer des années. Quand Aretha Franklin est décédée en août 2018, le monde entier a pleuré. Nous ne faisions pas que dire adieu à une chanteuse, nous perdions une voix unique en son genre, une figure colossale de la musique américaine, qui incarnait l'âme, la force et l'émotion brute comme personne d'autre. Aretha n'était pas seulement la reine de la soul de nom. Elle avait gagné cette couronne à chaque note chantée, à chaque scène conquise, à chaque hymne qu'elle transformait en cri de reconnaissance et de respect. Sa musique a traversé les générations et sa voix a offert à tant de personnes, en particulier aux femmes noires, une bande-son pour survivre, se réjouir et se sentir fières. Mais au fil des années, il est devenu évident que la musique n'était pas la seule chose qu'elle laissait derrière elle. En fait, dans l'un des rebondissements les plus étranges après sa mort, l'héritage d'Aretha continue de s'écrire. Non pas en studio ou sur scène, mais dans une salle d'audience. 5 ans après son décès dans sa maison de la banlieue de Detroit, la question des dernières volontés d'Aretha s'est transformée en une bataille judiciaire. Sa succession, qui vaut plusieurs millions, est toujours bloquée devant le tribunal des successions. Pourquoi? Parce que malgré tout son génie, toute sa discipline et sa vision en tant qu'artiste, Aretha Franklin n'a pas laissé de testament officiel dactylographié. Aucun document clair indiquant comment elle souhaitait que sa richesse, ses biens et ses trésors personnels soient gérés. Et cette absence a ouvert la porte à la confusion, au désaccord et à un drame judiciaire profondément intime impliquant ses propres fils. Ce qui a tout changé s'est produit 8 mois après son décès. Caché dans sa maison, enfoui dans des endroits que personne n'avait pensé à inspecter, 2 testaments manuscrits ont été découverts. L'un était dans un carnet à spirale fourré sous les coussins de son canapé. Un autre a été retrouvé ailleurs parmi ses affaires. Les 2 étaient informels, remplis de mots raturés et de notes griffonnées dans les marges. Mais les 2 avaient été écrits de la main d'Aretha elle-même. Aujourd'hui, 3 de ses 4 fils sont divisés sur la suite à donner. Son 3e fils, Ted White II, soutient un testament daté de 2010. Il estime que cette version reflète les véritables volontés de sa mère, mais qu'Ecalf Franklin et Edward Franklin, son 2e et son 4e fils, affirment que le document du 31 mars 2014 doit être respecté. Ce testament de 2014 est l'un des manuscrits retrouvés, celui caché sous les coussins du canapé, et il contient des instructions personnelles dans les mots mêmes d'Aretha. Et puis, il y a son fils aîné, Clarence Franklin. Clarence ne prendra pas part à la bataille juridique. Il a des besoins particuliers et vit sous tutelle légale, ce que les 2 testaments reconnaissent. En fait, Aretha a pris soin d'inclure une instruction spécifique dans le document de 2014 écrivant clairement qu'Ecalf, Eddie et Teddy doivent s'occuper de Clarence et lui donner de l'argent. C'est l'une des lignes les plus intimes de toute cette affaire, un rappel que derrière la célébrité et les manteaux de fourrure, Aretha était avant tout une mère, cherchant encore à prendre soin de ses enfants, même après sa mort. Dans certains endroits, des testaments manuscrits comme ceux-ci pourraient ne même pas être recevables légalement. Les tribunaux pourraient les rejeter d'emblée. Mais dans le Michigan, il existe une disposition unique. Si certaines conditions sont remplies, ces soi-disant testaments holographes sont valides. C'est ce qui rend ce procès si particulier et potentiellement porteur de précédents. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est écrit, mais de comment cela a été écrit, et de savoir si la justice estime qu'Aretha avait bel et bien l'intention que ces notes griffonnées soient sa dernière volonté. Et si l'on prend du recul un instant, il y a là quelque chose de profondément humain. Aretha Franklin, superstar mondiale,
griffonnant encore ses volontés sur du papier, peut-être en proie à des doutes, à un besoin de contrôle, à un profond désir de préserver son intimité. Et ceux qui l'aimaient se retrouvent aujourd'hui à devoir interpréter non seulement les mots qu'elle a laissés, mais aussi la femme elle-même. Don Wilson, avocat spécialisé dans le divertissement à Los Angeles, qui a représenté Aretha pendant près de 30 ans, a déclaré que lui et d'autres l'avaient exhorté, encore et encore, à rédiger un testament formel et à mettre en place une fiducie. Ce n'était pas faute de conseils. Mais Aretha était farouchement discrète, explique Wilson. Elle n'aimait pas l'idée de partager ce genre d'informations personnelles, même avec un avocat qu'elle connaissait depuis des décennies. Nous avons insisté pour qu'elle ait un testament et une fiducie dans le cadre de sa planification successorale, a-t-il déclaré à NBC News. Mais elle était une personne très privée et je pense qu'elle ne voulait pas partager ces informations avec un tiers, même un avocat. C'est probablement la raison pour laquelle elle n'est jamais entrée dans un cabinet pour faire les choses de manière formelle. Elle a préféré les écrire elle-même. Et cela nous en dit tellement. Cette même femme qui chantait avec une telle audace, qui se donnait corps et âme sur scène, protégeait farouchement sa vie privée. Elle voulait garder le contrôle, à ses conditions, à son rythme, à sa manière. Aretha Franklin est décédée d'un cancer du pancréas le 16 août 2018. Elle avait 76 ans. De son vivant, elle a accumulé non seulement l'admiration et les récompenses, mais aussi un patrimoine considérable, des millions en actifs, des propriétés dans le Michigan, et des objets de luxe comme des manteaux de fourrure, des robes ornées de bijoux et des bijoux de grande valeur. Mais aujourd'hui, tout cela reste en suspens, au cœur d'un drame juridique en pleine évolution. Revenons au printemps 2019. C'est à ce moment-là que 2 documents manuscrits très différents ont été découverts au domicile d'Aretha. Aucun d'eux n'étant un testament officiel et chacun proposant une vision très différente de ses dernières volontés. L'un datait de 2010, trouvé dans un placard. L'autre de 2014 se trouvait, aussi incroyable que cela puisse paraître, enfoui dans les coussins de son canapé du salon. Prenez une seconde pour y penser. Une femme dont la musique a ému le monde entier a laissé son testament final dans un cahier spirale sous un coussin de canapé. C'est presque surréaliste. Et pourtant, c'est exactement là que les choses deviennent sérieuses. Les 2 documents s'accordent sur un point. Ses enfants doivent se partager les revenus de droits d'auteur issus de sa musique. Et cela a du sens. Le catalogue d'Aretha vaut des millions. Mais au-delà de cela, les similitudes s'arrêtent et le drame commence. Le testament de 2010, qui fait 11 pages, adopte un ton plus formel. Il désigne son 3e fils, Ted White II, et sa nièce, Sabrina Owens, comme co-exécuteurs de la succession. Il prévoit aussi une condition assez stricte. Kecalf et Edward, ses 2e et 4e fils, devront suivre des cours de commerce et obtenir un certificat ou un diplôme avant de pouvoir pleinement bénéficier de l'héritage. C'est le genre de clause qui suggère qu'Aretha pensait à long terme, pas seulement à transmettre sa richesse, mais à s'assurer que ses fils aient les outils nécessaires pour la gérer. C'est typique d'Aretha. Elle a toujours été une femme qui valorisait l'excellence, la préparation et le respect, surtout en affaires. Mais le document de 2014, c'est un tout autre ton. Seulement 4 pages, beaucoup moins structurées, il raye les noms de Ted et Sabrina. À la place, il place Kecalf Franklin en charge de la succession. Il n'y est fait aucune mention de cours ou de diplôme. Et dans une touche profondément personnelle, il précise aussi que Kecalf devrait hériter de sa résidence principale à Bloomfield Hills, une banlieue cossue et sécurisée de Détroit. Ce n'est pas un petit héritage. Et cela marque un changement dans la pensée d'Aretha, peut-être une confiance croissante envers son fils cadet, ou alors un différend avec Ted et Sabrina que les marges du document ne révèlent pas. Il est important de noter que Sabrina Owens, qui avait été initialement désignée pour gérer la succession, a en réalité démissionné en 2020.
Elle a évoqué les tensions croissantes entre les frères Franklin. On peut imaginer la pression qu'elle a dû ressentir, tiraillée entre loyauté familiale et devoir public, essayant d'honorer l'héritage d'Aretha alors que ses propres proches se disputaient le sens même de cet héritage. L'équipe juridique de Ted White, dirigée par l'avocat Kurt A. Olson, n'a pas pris l'affaire à la légère. Olson affirme que, malgré la nouveauté du testament de 2014, seul le document de 2010 a été notarié. Et cela compte, au moins symboliquement, sinon légalement. Olson est même allé jusqu'à dire que si le testament de 2014 était réellement destiné à être la parole finale d'Aretha, elle y aurait mis plus de soin. Il y aurait eu plus de précautions que de le mettre dans un cahier spirale sous un coussin de canapé, a-t-il écrit. C'est une remarque tranchante et qui touche au cœur de cette affaire. Que vaut une dernière volonté lorsqu'elle est griffonnée dans les marges, sans témoin et cachée dans un meuble du salon? Et pourtant, si l'on lit attentivement les deux documents, quelque chose de plus profond émerge, quelque chose qui nous montre une facette d'Aretha souvent négligée. C'était une femme profondément consciente de sa place dans l'histoire. Elle a écrit à propos de ses robes, ses tenues iconiques couvertes de sequins qu'elle portait lors de performances légendaires. Dans la note de 2014, elle suggère même qu'elle pourrait être mise aux enchères chez Sotheby's à New York ou donnée au Smithsonian à Washington. Pensez-y. Même en écrivant depuis l'intimité de son foyer, Aretha pensait à son héritage culturel, à la façon dont sa vie pourrait être préservée, non seulement par sa famille, mais par le monde. Le procès est supervisé par la juge Jennifer S. Callaghan du tribunal successoral du comté des Oakland. Elle siège depuis 2016 et se retrouve désormais à la tête de l'une des affaires de succession les plus médiatisées de ces dernières années. Mais ce genre de drame judiciaire n'est pas nouveau dans l'univers des légendes musicales. La succession de James Brown, par exemple, a été embourbée pendant des années entre problèmes de succession, batailles de droits d'auteur et conflits familiaux après sa mort en 2006. Ces héritages non résolus semblent hanter l'industrie musicale plus souvent qu'ils ne le devraient. Ce qui rend le cas d'Aretha particulièrement tragique, c'est à quel point il aurait pu être évité. Elle a eu des décennies pour planifier. Elle avait accès à des conseils juridiques. Les personnes autour d'elle, y compris son avocat de longue date Don Wilson, l'ont sans cesse encouragée à formaliser ses volontés. Mais elle résistait, non par négligence, mais par un profond, presque obstiné, sens de la vie privée. Elle ne voulait tout simplement pas partager les détails intimes de sa succession avec quiconque, même pas avec un avocat de confiance. Et finalement, elle a géré ça de la seule manière qui lui convenait, en l'écrivant elle-même, seule, avec ses propres mots. Aujourd'hui, enfin, nous atteignons un tournant. Un juge du Michigan a rendu une décision qui règle enfin la question qui planait sur son héritage. Laquelle de ses testaments manuscrits doit être respectée? Tout se résume à un bout de papier. Enfin, pas n'importe quel papier, mais un testament manuscrit daté de 2014, griffonné dans l'écriture inimitable d'Aretha et retrouvé dans l'un des endroits les plus inattendus, coincé entre les coussins de son canapé. Ce document a désormais été déclaré valide, ouvrant un nouveau chapitre pour sa famille. Son fils, Kecalf Franklin, héritera de la propriété de Bloomfield Hills, une maison de luxe qui était estimée à 1,1 million de dollars en 2018 et qui a probablement pris de la valeur depuis. Un des avocats impliqués dans l'affaire l'a même qualifié de « joyau de la couronne » de sa succession pendant le procès, et on comprend facilement pourquoi. Bloomfield Hills est un quartier où l'argent ancien rencontre un prestige discret, et Aretha, de son vivant, avait indéniablement gagné chaque mètre carré. Cette décision ne s'est cependant pas faite sans peine. Un autre de ses fils, Ted White, II, croyait depuis longtemps que le testament de 2010, trouvé plus tôt et géré de façon plus formelle, aurait dû prévaloir. Ce document lui aurait donné plus de contrôle sur la succession. À la place, il doit maintenant recevoir une maison à Détroit. Mais là encore, la situation est compliquée.
La maison a été vendue par la succession pour 300 000 $ avant même que le différend sur le testament applicable n'apparaisse. Et maintenant, de façon compréhensible, Ted réclame le produit de cette vente. Charles McKelvey, l'avocat de Kecalfe Franklin, l'a reconnu mardi. C'est un autre exemple de la profondeur de la confusion et des émotions auxquelles la famille a dû faire face pour en arriver là. Par ailleurs, Edward Franklin, un autre fils d'Aretha, s'est vu attribuer une propriété à Bloomfield Township. Quant au reste de ses biens, les royalties, les droits d'auteur, les objets personnels si riches en histoire, ils seront partagés entre ses héritiers par le conservateur de la succession. Et oui, cela inclut la responsabilité de prendre soin du fils aîné d'Aretha, Clarence Franklin, qui vit sous tutelle légale. Les 2 testaments manuscrits ont clairement exprimé cette intention. Clarence doit être pris en charge. C'est peut-être l'une des rares choses qui sont restées stables et cohérentes dans tous ces documents. L'amour d'Aretha pour ses enfants. Mais il y a aussi une histoire plus profonde que l'avocat spécialisé en planification successorale Mark Frankel a bien mise en perspective. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Aretha ne s'attendait pas à ce qu'il y ait 5 ans de litige entre ses 4 fils pour déterminer lequel de ses testaments était le bon. Et c'est là toute la tristesse. Aretha Franklin, incarnation même de la force, de l'indépendance et de l'âme, a laissé derrière elle une famille incertaine sur la manière d'exécuter ses dernières volontés parce que celles-ci n'étaient pas formellement sécurisées. Elle les a écrites, oui, mais pas dans un bureau d'avocat, pas avec des signatures ni des témoins. Elle les a écrites comme elle vivait, à ses conditions, de sa propre main, dans sa propre maison. Frankel a ajouté une autre chose qui mérite d'être répétée. Malgré le coût, il est vraiment très utile d'avoir quelqu'un de professionnel et formé pour cela, pour s'assurer que vos volontés soient respectées. Et voilà la leçon. Peu importe votre puissance, votre popularité, votre intemporalité, votre voix, aussi puissante soit-elle, peut être noyée dans la confusion juridique si elle n'est pas correctement documentée. Aretha avait pleinement droit à sa vie privée, et nous savons tous qu'elle la protégeait farouchement. Mais si elle avait rencontré un avocat spécialisé en 2014, juste pour officialiser cette note manuscrite, les 5 dernières années auraient peut-être été très différentes pour sa famille. En fin de compte, la décision du juge offre une forme de clôture. Les propriétés ont été attribuées, les royalties seront partagées et Clarence sera prise en charge. Mais le poids émotionnel, c'est plus difficile à mesurer. Les familles, surtout celles qui vivent dans l'ombre de quelqu'un de plus grand que nature, se perdent souvent dans les détails. Et parfois, ces détails peuvent être les diviser. Aretha Franklin était sans aucun doute la reine de la soul, mais si vous la connaissiez bien, vous saviez aussi qu'elle était la reine du secret, surtout en ce qui concerne sa vie personnelle. Même ses proches n'étaient pas toujours au courant de ce qui se passait réellement en coulisses. Son biographe, David Ritz, l'a parfaitement résumé dans une interview accordée à People en 2018. Il a dit « Elle n'est pas atypique dans sa vie privée, elle est juste extrême. » Et quand il a décrit sa stratégie émotionnelle comme une forme d'idéalisation, il pointait quelque chose de très réel. Aretha avait traversé assez d'épreuves et de pressions pour plusieurs vies. Et en choisissant de voir son monde à travers une lentille plus polie et contrôlée, elle s'est donné la distance nécessaire pour survivre. C'était son armure. Maintenant, si Aretha ne parlait pas beaucoup de ses fils en public, cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas au centre de sa vie. Il l'était absolument. Son parcours de mère a commencé alors qu'elle n'était elle-même qu'une enfant, à peine préadolescente, quand elle a donné naissance à son premier fils, Clarence Franklin. Des années plus tard, elle confiait à Ebony Magazine en 1995. « Je voulais encore sortir et traîner avec mes amis. Je voulais être à 2 endroits en même temps. » Et ce sentiment honnête et partagé, c'est celui que beaucoup de jeunes mères comprennent. Heureusement, Aretha avait un cercle proche, sa grand-mère, sa sœur, sa cousine, qui l'aidaient en gardant ses enfants pour qu'elle puisse encore vivre un peu de sa jeunesse.
Elle a eu son deuxième fils, Edward Franklin, quelques années plus tard. Et à 19 ans, Aretha s'est mariée avec le manager musical Ted White. Ce mariage lui a donné un troisième fils, Ted White Jr., né en 1964. Leur relation n'a pas duré. Ils ont divorcé en 1969. Et peu après, en 1970, Aretha a eu son plus jeune fils, Kecalf Cunningham, avec son alors directeur de tournée, Ken Cunningham. Chacun de ces garçons a grandi dans l'ombre de la grandeur, mais aussi derrière le lourd rideau de la vie privée, farouchement protégée de leur mère. On ne les trouve pas souvent dans les gros titres, mais leur présence était toujours là, discrète, constante, profondément liée à la femme qu'ils appelaient maman. Lorsqu'Aretha est décédée d'un cancer du pancréas le 16 août 1918, à l'âge de 76 ans, le chagrin ressenti par sa famille fut immense, et pour une fois, entièrement public. Ses 4 fils, habituellement si discrets eux-mêmes, ont pris la parole pour livrer un message sincère, chargé de l'émotion de leur perte. « Nous avons perdu la matriarche et le pilier de notre famille », ont-ils déclaré. L'amour qu'elle portait à ses enfants, petits-enfants, nièces, neveux et cousins était sans limite. C'était l'un de ces rares instants où l'on pouvait ressentir la vérité de leurs mots. Ce n'était pas une façade. C'était brut. C'était réel. Et après des années de bataille autour de la succession d'Aretha, cette émotion est réapparue, cette fois dans une salle d'audience après le verdict final. Selon l'Associated Press, ses petits-enfants se sont précipités pour étreindre Kecalf et Edward. Cette image, elle en dit long, sans qu'un seul mot soit prononcé. Après 5 longues années d'incertitude, de désaccords et de complexité juridique, la famille a enfin pu souffler, ensemble. Kecalf, debout là, dans le calme qui a suivi, a résumé ce que beaucoup pensaient. « Je suis très, très heureux », a-t-il dit. « Je voulais simplement que les volontés de ma mère soient respectées. On veut juste respirer un bon coup maintenant. Ces 5 dernières années ont été longues pour ma famille, pour mes enfants. Et l'épuisement transparaît dans cette phrase. Le poids de devoir protéger non seulement une fortune ou des propriétés, mais aussi la voix d'une femme qui a tant donné au monde, tout en gardant tant de choses d'elle-même profondément enfouies. En fin de compte, l'histoire d'Aretha, tout comme sa voix, était complexe, puissante et profondément humaine. Elle n'était pas parfaite, et elle ne prétendait pas l'être. La voix d'Aretha a ému le monde entier. Mais au bout du compte, ce sont les voix de sa famille qui nous rappellent l'histoire humaine derrière la légende. Si ce voyage à travers l'amour, l'héritage et la vérité a résonné en vous, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un moment qui compte. Merci d'avoir regardé.